Happiness, toujours au plus proche de vous. Happiness, votre radio locale. Toute l'actu dans le Compiègnois, c'est avec Sandrine et Aurélie tous les lundis de 18h à 19h dans Quoi de neuf Compiègne sur Happiness. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir à vous l'équipe. Bonsoir. Mathis à la technique pour nous accompagner ce soir. Je t'ai piqué ta phrase, j'étais plus vite que toi. Ça commence bien. Et Aurélie qui nous fait toujours découvrir un peu plus notre belle terre natale avec ses chroniques des lieux insolites. Quoi de neuf aujourd'hui dans le Compiègnois? Au sommaire de cette nouvelle émission de Quoi de neuf Compiègne, Sandrine, ton Happy Chronique, celle qui nous donne le smile, on la retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'Happiness. De quoi vas-tu nous parler? d'une petite réflexion que j'ai eue ce week-end, vous allez voir ça tout à l'heure. Aurélie, non, oui, c'est toi là. Si, c'est moi, oui. Ça commence fort. Aurélie est avec nous pour une chronique tout en direct et toute en histoire. Tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, nous continuons la découverte de notre belle cité impériale. Jean-Luc, notre journaliste de l'Oise Hebdo, va revenir sur un événement du Compiègnois. Et notre invitée ce soir, c'est Laurine Battu qui nous parlera de ses créations. Bonsoir Laurine. Bonsoir. Vous écoutez Happiness, nous allons... Oh, 1, 2, 3, ça va être compliqué ce soir. Nous avons le plaisir d'être en direct avec vous, ça se ressent, et on fait de la radio ensemble. Vous écoutez Quoi de neuf Compiègne sur Happiness. Ah, c'est pas grave, on va commencer. La chronique de Sandrine. Salut la team. Bon, on commence avec ma petite chronique. Déjà, pour commencer, je voudrais vous annoncer quelque chose. Je suis officiellement diplômée. J'ai reçu mon titre pro assistante RH ce matin. Merci. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit truc. Ce week-end, on est allé au marché aux fleurs avec ma famille. Forcément, nous y sommes allés avec des ados récalcitrants à râler car ils n'étaient pas préparés. Bon, j'avoue, l'une était en legging, t-shirt, claquettes, chaussettes et l'autre en jogging tongs. Bref, les tenues typiques pour rester traînées à la maison, clairement, pas pour se sociabiliser. Plus tard dans le week-end, au détour d'une discussion, l'une me parle d'un petit haut tout kiki qu'elle aimerait mettre, mais elle n'ose pas à cause de son dos. Vous savez, l'adolescence, les hormones, forcément, l'acné. Eh oui, tout un programme. Du coup, je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'elle se prive de porter un haut qu'elle aime juste par peur du regard des autres. Et je trouve ça dommage qu'en 2026, on en soit encore là, que des jeunes se privent parce qu'ils imaginent qu'ils vont être jugés. C'est fou, non ? On vit dans une époque où la pression sociale est à son comble et pourtant beaucoup d'entre nous continuent à vivre dans la peur du regard des autres. Et ça, c'est vraiment dommage. Je lui ai donc dit... Tu n'as pas à penser à ce que les autres pensent, surtout des gens que tu ne reverras probablement jamais. Et puis au fond, quand on y réfléchit bien, ceux qui nous jugent ou nous observent de loin, qu'est-ce qu'ils en savent vraiment de nous ? Rien. Ils n'ont pas nos expériences, nos combats, notre histoire. Et même si tu as l'impression que quelqu'un te regarde, il faut bien se rendre à l'évidence, en réalité, ils ne te calculent même pas. On imagine des regards et des jugements, mais la vérité, c'est que la plupart des gens sont trop occupés par leurs propres préoccupations. Oh, c'est un peu répétitif ma phrase. Et même s'ils le faisaient, leurs pensées n'ont aucune importance par rapport à ce que les gens qui nous entourent, ceux qui nous aiment, pensent de nous. Cela m'amène à un point important. Les jugements externes ne doivent jamais être plus puissants que notre propre perception de nous-mêmes. Nos choix, nos envies, nos tenues, nos rêves, tout cela doit être dicté par ce qui nous fait nous sentir bien à l'intérieur. Se libérer du regard des autres, c'est apprendre à s'écouter, à s'accepter sans se conformer aux attentes des autres. Alors comment on fait pour se détacher de cette pression constante ? La première étape, c'est déjà de prendre conscience de ce phénomène. Nous avons tendance à imaginer que les autres nous jugent en permanence, mais en réalité, ils sont souvent trop préoccupés par leur propre vie que par la nôtre. Si on change cette perception, ça commencera déjà à alléger la pression. Ensuite, je crois qu'il est essentiel de se reconnecter avec soi-même, avec ce qu'on ressent et ce qu'on désire réellement. Pour ça, une petite pratique simple mais efficace. Écrire ses pensées, ça peut aider. Oui, prendre un carnet et écrire ce que l'on ressent à un moment donné, ce qu'on aimerait faire, ce qui nous fait peur et pourquoi. Ça permet de faire le point sur nos propres désirs et non sur les attentes des autres. Une autre astuce très simple, c'est d'identifier les voix positives autour de nous et de les écouter. Ce sont nos amis, notre famille, ceux qui nous aiment vraiment, pas ceux qui jugent sans connaître.
Parfois, nous avons tendance à accorder trop d'importance aux critiques, mais souvent, elles ne sont ni constructives, ni utiles. Au contraire, entourez-vous de personnes qui vous poussent à être vous-même, qui ne cherchent pas à vous changer ou à vous faire rentrer dans un moule. J'ai toujours eu peur de m'afficher sur les réseaux, par crainte de ce que les autres allaient dire de mon apparence. Et un jour, j'ai décidé de m'inscrire à un concours de beauté grande taille. J'ai rencontré du monde et j'ai ouvert le champ des possibles. C'est cela qui fait que je suis ici aujourd'hui à vous raconter toutes ces choses. J'ai juste osé. C'est exactement ce qu'il faut faire, oser être soi, même quand ça fait peur, même quand on se dit que les autres pourraient nous juger, parce qu'en réalité, ceux qui comptent ne jugent pas. Et ceux qui le feront, eh bien, on ne les verra pas souvent dans nos vies. Enfin, une dernière astuce, arrêtez la comparaison. On passe beaucoup trop de temps à comparer nos vies à celles des autres. Sur Instagram, TikTok ou Facebook, on voit des vies parfaites, des gens qui réussissent, qui sont beaux, qui sont heureux. Mais tout ça, c'est une illusion. La réalité, c'est qu'on est tous humains et qu'on a tous nos propres combats, nos hauts et nos bas. C'est notre propre chemin qu'il faut suivre, sans chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. À force de se comparer, on oublie ce qui nous rend uniques. Alors, pour conclure cette chronique, je vous dirai ceci. La liberté, je vais y arriver. Oui, on va y La arriver. liberté, c'est s'accepter tel que l'on est, sans avoir besoin de la validation de ceux qui ne nous connaissent pas. Ne laissez pas le regard des autres diriger vos choix, vos envies ou même votre bonheur. Si vous voulez porter ce petit haut ou vivre cette expérience, faites-le pour vous, pas pour plaire à quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, vous n'avez rien à prouver à ces gens que vous ne reverrez peut-être jamais. Et pour ceux qui comptent vraiment, les personnes qui vous aiment, c'est leur regard qui devrait être votre priorité. Et je dirais même encore mieux, c'est votre propre regard qui est votre priorité. Alors libérez-vous de ce poids et vivez pour vous. Soyez authentique, soyez vous-même. Le monde vous attend tel que vous êtes, pas comme vous pensez qu'il attend que vous soyez. Et si on vous regarde, dites-vous que la personne est juste en train de se dire « Waouh, quelle beauté puissante, j'ai jamais vu une personne aussi belle !» Et voilà, c'est vrai, non ? Pourquoi pas ? Exactement. Je vais finir avec mon petit message positif pioché par notre invité. C'est la numéro 9 et ça dit « Les signes du destin se manifestent autour de vous, vous incitant à suivre votre intuition avec confiance. Les messages subtils que l'univers envoie sont à prendre en compte, car les réponses à vos questions se trouvent dans les synchronicités. » C'était Sandrine, merci de m'avoir écouté. Toute l'info avec Jean-Luc. Ils étaient une fois encore plus de 5000 à arpenter les allées du 4e marché de l'histoire, un rendez-vous qui avait pour cadre le Tigre de Marny-les-Compiègnes et que l'on doit à l'Association pour l'Histoire Vivante. Ce marché, c'est un peu une invitation à voyager dans le temps et dans les méandres d'un passé qui s'étend du Moyen-Âge à la dernière guerre, mais aussi et surtout qui permet aux passionnés de cultiver leur savoir sur les périodes de notre histoire. Une façon peut-être de mettre de côté notre présent et ses agitations pour vivre un moment dans ces temps anciens. C'est d'ailleurs la même passion qui anime l'organisateur de ce marché compiègnois de l'histoire, Christophe Dargère, directeur de l'Association pour l'Histoire Vivante, qui a la charge de mener à bien cette manifestation qui demeure l'une des plus importantes du genre en France. Christophe Dargère. Messire, j'ai envie de vous appeler Messire puisque il est question d'histoire sur ce terrain. Le marché d'histoire, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse aux passionnés d'histoire déjà, comme son nom l'indique, aux passionnés d'artisanat, parce qu'il y a beaucoup d'artisans d'art, et également au grand public, puisqu'on a quelques animations, on a de la musique, on a des combats en armure, on a des véhicules militaires, et puis voilà, on peut manger à l'ancienne également, et puis se balader dans les échoppes d'artisans. Parce que ça s'adresse aussi quand même aux, j'allais dire presque aux professionnels, c'est-à-dire aux gens qui organisent des spectacles, ou par exemple les communes, des choses comme ça ? Oui, tout à fait. Alors, il y a pas mal, par exemple, de propriétaires de sites historiques qui viennent pour décorer leur salle, donc du mobilier, de la verrerie, des choses comme ça. Et puis, effectivement, des organisateurs de manifestations ou de spectacles qui ont besoin, effectivement, de costumes et d'équipements. Mais c'est pas uniquement, entre guillemets, du costume, c'est aussi de la prestation. Alors là, on est plus sur le marché de l'histoire, c'est-à-dire que on est vraiment principalement sur de la vente de produits. Effectivement, en novembre, on a le Food Histoire, où là, effectivement, on a une partie festival du spectacle historique. Et là, effectivement, on a un certain nombre d'exposants qui vendent leurs prestations. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, et vous êtes bien placé pour le savoir, que l'histoire a le vent en poupe, si je puis m'exprimer comme cela, que ça marche de mieux en mieux ?
En fait, je pense que c'est dans l'imaginaire. Je pense que les gens actuellement ont besoin de rêver un petit peu. Et effectivement, tout ce qui est historique fait un petit peu rêver. Même s'il y a des périodes sombres dans l'histoire, il ne faut pas se le cacher. Mais c'est vrai que souvent, effectivement, on va se raccrocher, entre guillemets, aux choses qui font un petit peu plus rêver. Donc voilà, les nobles dames, les chevaliers. On occulte un petit peu, et heureusement, un petit peu les périodes un peu plus sombres. Quelle est votre période historique préférée à vous ? Alors moi, pendant longtemps, j'ai fait de la reconstitution historique et médiévale, et en particulier 11e siècle. Hastings par exemple, et 15e. Et c'est toujours dans un coin de votre tête, vous n'êtes pas seulement organisateur de manifestations ? Oui, moi, je suis toujours passionné. Effectivement, j'ai plus le temps, clairement, de faire de la reconstitution historique, mais puisque je fais beaucoup d'organisations historiques. Mais c'est vrai que c'est toujours une passion. Oui. Oui, parce que cette manifestation qui est à Compiègne aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'elle voyage. Vous êtes aussi à d'autres endroits tout au long de l'année, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc du coup, comme je l'expliquais, on est 2 fois à Compiègne, donc le marché de l'histoire en avril et puis Food Histoire en novembre. Et on a effectivement un marché de l'histoire qui a eu lieu il y a 3 semaines à Orange, pour le sud de la France. Et on en a un également au centre de l'Allemagne, à Kassel. Est-ce qu'il y a des différences entre ces marchés ? Le public a-t-il des aspirations différentes ? Oui, alors effectivement, sur Food Histoire en novembre, on a, comme on l'a dit précédemment, effectivement, on a beaucoup plus d'animations et de prestataires de spectacles. Donc il y a énormément d'animations en novembre. Et puis effectivement, en Allemagne, le public allemand va avoir des attentes un petit peu différentes. Oui, tout à fait. Oui. Parlons de l'organisation. C'est quand même une grosse machine, j'ai envie de dire. Bon, vous êtes rodé, mais quand même, il faut combien de temps pour mettre en place ce type de manifestation ? On s'y prend toujours 1 an à l'avance. Donc, c'est-à-dire que dès lundi, on va souffler un petit peu. Et les dates, par exemple, pour l'année prochaine sont déjà fixées. Et puis, dès lundi, on va recommencer effectivement à voir ce qu'on met en place pour l'année prochaine, quoi. Or, vous n'êtes pas une armée, là, c'est le cas de le dire. Vous n'êtes pas vraiment une armée pour pouvoir organiser tout ça ? Alors, à l'association, on est un professionnel permanent, moi. Après, on a une équipe de 4 ou 5 intermittents du spectacle, donc professionnels. Et à côté de ça, on a une 40aine de bénévoles. Donc là, sur la manifestation, on est plus d'une 40aine. Et donc voilà, donc il y a du monde, oui. Et pareil, il faut trouver les salles. Ici, c'est bien, il y a le Tigre, mais c'est pas toujours évident puisque c'est très grand. Combien vous avez d'exposants ? Là, on a 260 exposants à peu près, donc dans 2 bâtiments, le bâtiment principal du Tigre et puis le bâtiment secondaire, et puis pas mal d'extérieurs, effectivement. Ouais. Et justement, le public, lui, il vient chercher quoi ? Un petit peu de tout, ou vous savez un petit peu s'il y a des choses particulières qui l'attirent plus particulièrement, justement ? Oui, toute la partie, parce que nous, effectivement, nos exposants vont de la préhistoire jusqu'au XXe siècle. C'est vrai qu'il y a énormément de visiteurs qui viennent plutôt pour la partie médiévale, mais pas que. Donc voilà. Oui, l'histoire plus récente. On va pas me dire, il y a les 2 guerres, etc. Est-ce qu'elle a toujours quand même un peu droit de cité ? Est-ce que ça plaît ? C'est plus le médiéval qui tient la tête. Oui, c'est souvent le Moyen-Âge, effectivement, qui a vraiment le vent en poupe depuis plusieurs années, puis je pense que c'est parti pour durer. Mais là, par exemple, on a 2 compagnies napoléoniennes qui sont là et qui, effectivement, sont de Compiègne et qui viennent régulièrement, et ça plaît également au public, effectivement. Prochain rendez-vous, c'est donc en novembre. À Compiègne, ça sera en novembre, les 14 et 15 novembre pour Food Histoire, le festival du spectacle historique. C'est donc un directeur heureux que nous avons pu rencontrer, et Christophe Dargère devrait l'être à nouveau au cours du mois de novembre à l'occasion du second rendez-vous annuel de l'association qui cette fois porte sur les compagnies qui proposent des spectacles ou des animations dont le point commun est bien entendu la passion des temps anciens, comme le laisse entendre d'ailleurs son titre, Food Histoire. Les lieux insolites. Chers amis, bien le bonsoir. Ce soir, nous continuons notre découverte de notre belle cité impériale en voyageant au travers de ses différents quartiers. Au nombre de 13, ayant chacun au moins un représentant auprès de la commune. Le plus ancien semble être celui dit des Capucins Église Saint-Germain, puisque la dite église aurait été construite avant la ville à proprement parler. En effet, elle est citée comme oratoire dans la vie de Saint-Marcoul en 558. Et oui, Mathis, même moi je n'étais pas née. La rue du Port à Bateau forme la limite ouest du quartier. À l'est, c'est le boulevard Gambetta. Au nord, la rue de Paris est longtemps restée l'une des plus importantes voies d'accès à Compiègne. Bordée par l'hôpital général fondé sur ordre de Louis XIV en 1660, il conserva jusqu'à ses dernières années des fonctions hospitalières avant de céder la place à une nouvelle zone résidentielle.
Celle-ci a pris le nom des Capucins qui avaient, dès 1611, leur couvent tout à côté et une foire fameuse. Vous savez maintenant pourquoi l'une des fêtes foraines de Compiègne est dite des Capucins. Il n'en subsiste plus que la charmante chapelle Notre-Dame de Bon Secours. S'est ajoutée à ce quartier en 1972 l'Université technologique de Compiègne, le centre Benjamin Franklin, qui est le bâtiment le plus connu de ce quartier. Prenons la direction du quartier centre-ville. Le quartier centre-ville se définit d'abord comme intramuros. Il naît autour de Saint-Corneille, véritable matrice de Compiègne. Il est délimité par les remparts qui font de Compiègne une ville forte, à l'abri des invasions et protectrice de la campagne alentour. On retrouve la première délimitation en suivant la rue des Cordeliers. C'est le cœur historique de la cité, entre cette rue et la cour du roi, ou place du marché, anciennement marché aux herbes, c'est-à-dire marché aux légumes, en bas de laquelle passait un bras de l'Oise, ainsi qu'entre l'hôtel de ville et les abords de Saint-Antoine. Il s'étend ensuite à tout l'espace protégé par les remparts, construits du XIe au XIIIe siècle, et dont le tracé est encore bien visible entre la porte de la Chapelle et la rue Philippe-Auguste, et entre le boulevard Victor Hugo et la rue des Fosses et la rue de l'Oise. Ce quartier bénéficie d'une protection particulière puisqu'il est inclus dans ce que l'on appelle la zone de protection paysagère et architecturale, le ZPPAUP. On en apprend tous les jours. Direction la rue de Paris pour nous rendre dans le quartier des Jardins, qui est donc dessiné par cette rue. Le boulevard Gambetta et l'avenue du Général Végan suivent ainsi le cours de l'Oise. La colonne principale étant la rue Winston Churchill. La rue de la Margauderie ou encore la rue Saint-Fiacre, patron des jardiniers, rappelle le passé agricole de ce coin de Compiègne où se trouvaient les plus grosses fermes et les jardins maraîchers jusque dans les années 1960. La croissance de Compiègne conduit alors à urbaniser ces anciens terrains de culture. Symboliquement, la ferme Boursier fait place au centre culturel inauguré en 1979, aujourd'hui dédié à Jean Legendre, maire à l'origine de cette urbanisation, contribuant au développement de la ville. Tour à tour, le commissariat de police, le conservatoire de musique ou encore le centre du Puy-du-Roi viendront agrémenter le quartier. Ce quartier est donc une transition entre le vieux faubourg Saint-Germain et l'ancien hameau de Roy-l'Allieu. Continuons vers un quartier voisin, le Clos des Roses. Le nom de ce quartier est emprunté à une guinguette des bords de l'Oise, très fréquentée du milieu du 19e au milieu du 20e siècle. Célèbre pour sa haie de rosiers. Elle se situait à l'emplacement de l'actuelle caserne des pompiers. Sur les terrains environnants va se développer un quartier résidentiel à partir des années 60, puis dans les années 70. La zone artisanale remonte à la même époque. Elle voisine le barrage dit de Venette, créé en 1901. La rue Phileas-Lebègue étant l'axe principal avec le centre commercial et l'école auquel le poète paysan a donné son nom. Non loin du camp de Roy-l'Allieu de funeste mémoire, casernement bâti en 1913 en faveur du 54e régiment d'infanterie, le camp devient pendant la Seconde Guerre mondiale le principal camp d'internement et de transit des malheureux de toute origine, promis à la déportation en Allemagne nazie. Le mémorial de la déportation y a été édifié pour consacrer leurs souvenirs. La clinique Saint-Côme a déménagé au centre de ce quartier pour édifier un complexe hospitalier ultramoderne. Depuis le départ du 51e, je suis pas faite pour l'armée, régiment de transmission en 1997, remodelant ainsi le quartier tel que nous avons pu le connaître. Le quartier Roy-l'Allieu-Pompidou, d'un style plus moderne, ce quartier prolonge vers la rivière l'Oise l'ancien Roy-l'Allieu, médiéval et moderne, et porte comme son école le nom du défunt président de la République, Georges Pompidou. Essentiellement bâti dans les années 60-70, il a accueilli, après 1962, un certain nombre de Français rapatriés d'Algérie. Aussi rares sont les voix qui évoquent le passé de l'endroit. Seule la rue du Four Saint-Jacques rappelle la présence d'un four banal, c'est-à-dire appartenant à un seigneur. La rue Pierre Coquerel consacre le souvenir d'un élu de Compiègne de l'occupation et de l'après-guerre, chargé de la voirie et initiateur du système de transport urbain gratuit. Merci, monsieur Coquerel. Les autres rues portent le nom soit des grands architectes, soit de savants fameux, tels que Lavoisier ou Branly, en raison de l'installation de l'Université de technologie de Compiègne de son centre de transfert, et plus récemment du centre Pierre Guillaumat, trouvant là les terrains nécessaires à sa nouvelle extension.
Et nous voilà arrivés au quartier Royalieu Village. En 1153, la reine Adélaïde, veuve de Louis VI le Gros, accorde une charte de franchise en faveur des populations prêtes à défricher ces terres et à s'établir dans un nouveau village encore bien modeste. Philippe le Bel, qui aime cette résidence, y édifie un manoir, puis fonde en juin 1303 un prieuré en l'honneur de Saint-Louis. Une vingtaine de moines vivent à Royalieu, nom apparu en 1308 desservant la chapelle dédiée au Saint-Roi. Incendiée en 1430, la résidence royale ne s'en relève pas, mais l'abbaye continue de vivre petitement. Transformé en hôpital militaire en 1793, vendu, il est en partie détruit puis transformé en résidence privée où le baron de Balsan recevra une certaine Coco Chanel. Il agrandit l'édifice vers 1920 il n'en substitue que le portail d'entrée, une partie du logis abbatial et la ferme voisine, avec son grand pigeonnier. Acquise par la ville en 1976, la défunte abbaye a pour écrin le vaste parc de Bézère, du nom de ses derniers propriétaires. Non loin du cœur de l'ancien village agricole et artisanal, une simple chapelle de style roman inaugurée en 1890 rappelle ses pieux souvenirs. Aujourd'hui, Royalieu demeure un quartier résidentiel tourné à la fois vers la ville et vers la forêt qu'annonce le square du Vivier-Corax. Et il y en a tant à dire que je terminerai les autres quartiers lors d'une prochaine chronique. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. C'est l'invité Quoi de Neuf. Notre invitée ce soir, c'est Laurine. Bonsoir Laurine. Bonsoir. Bienvenue sur Happiness, merci d'être là. Tu es artiste peintre, tu as créé ton activité en 2019, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ça s'appelle simplement Les Créations de Laurine. Simple et efficace. Alors je vais te demander de te présenter brièvement sur qui tu es, ton parcours et ce qui t'a poussé à devenir artiste peintre et à créer ton entreprise. Et déjà, merci pour l'invitation. Effectivement, je me suis lancée en 2019. À la base, je suis artiste peintre. En parallèle de mes études, je commercialisais mes œuvres avec donc de l'acrylique principalement. Je faisais surtout des tableaux abstraits et puis produits dérivés type magnettes, peinture sur ardoise, peinture sur boîte aux lettres, etc. Et il y a 2 ans, de fil en aiguille, je suis plus allée vers le partage, faire des activités toujours avec de la peinture, avec des enfants, des adultes, à partir de 3 ans, c'est accessible à tout public. Et la technique de peinture que j'ai gardée, ça s'appelle le pouring. Ce sont des mélanges à base d'acrylique qui font que les peintures ne vont pas se mélanger entre elles. On va mettre des couches de bleu, de vert, de violet, tout ce qui nous vient par la tête, qu'on va verser dans un gobelet. Et après, on choisit son support. Ça peut être des oursons, des chats, des chouettes, des pots de fleurs. Ça marche très bien avec tout support. Et ensuite, on va verser donc notre gobelet de peinture directement sur l'objet. Et on va voir des jolis effets marbrés se former dessus. Donc très joli à regarder. Pour des enfants, c'est super valorisant puisqu'ils n'ont pas ce côté frustrant de ne pas réussir un dessin, pas réussir une peinture. Pour eux... ils ont fait une jolie œuvre d'art qu'ils peuvent après exposer à la maison, jouer avec, etc. Et donc, là, ça va faire quasiment 2 ans que je propose des ateliers fluid art sur différents événements. Donc, ça peut être des événements grand public, les week-ends, ou des événements privés, type anniversaire, enterrement de vie de jeune fille, à la maison, en entreprise, etc. Eh bien, tout ça donne envie. Oui. Mais moi, j'ai déjà vu ça. Alors, moi, je découvre. En même temps, c'est toi qui l'as trouvé. Ah bah oui. Et ça sert à ça aussi, la radio, c'est à ouvrir. Ce que tu disais tout à l'heure, S'ouvrir, sortir de sa zone de confort. Et voilà. C'est peut-être un milieu... je pense que hors radio, je ne t'aurais certainement jamais rencontré, je pense. C'est au moins la magie de la radio. Alors, explique en quoi ton entreprise a évolué, du coup, à part le fluid art. Tu fais autre chose ? Alors, principalement des ateliers créatifs. Il y a énormément de demandes de ce côté-là. Donc, c'est surtout des ateliers créatifs. La partie œuvre, je l'ai gardée pour du loisir, pour des commandes... Voilà.
en particulier. C'est ça, ouais. tout à fait, ouais. Donc à part le fluide art, tu fais quand même des choses C'est plus ça. personnelles. Il faut vraiment te connaître et puis te trouver en fait. Exactement, vraiment je l'ai gardé plus sur le côté passion parce que voilà, je trouve que l'art n'est pas une commande, enfin, Ouais. donc voilà, c'est resté à côté de tout ça. À moi? Bah vas-y, je t'en Si tu veux. prie. Non, parce que si je commence à poser des questions, c'est bien qu'après, on ne m'arrête plus. Ben, je t'en prie. Ne t'arrête Donc pas. du coup, si j'ai bien compris, c'est tout public, on va dire. Exactement, c'est une technique qui est accessible à tous. En fait, il n'y a pas besoin de savoir peindre, pas besoin de savoir dessiner. Je le conseille à partir de 3 ans, parce que sinon ça peut être un peu catastrophique avant. Oui. Ou alors ça demande beaucoup d'attention, mais à partir de 3 ans c'est idéal. Et puis c'est surtout là où ils s'épanouissent parce qu'ils ont vraiment des émotions face à ce qu'ils sont en train de faire. Ils apprécient ce qu'ils ont réussi à faire en fait. Exactement. Et puis après, ça peut être aussi le public de personnes en situation de handicap ou des enfants malades dans les hôpitaux. Donc pareil, qui demandent aussi beaucoup d'attention, mais il suffit juste de les accompagner, voilà, verser ceux qui ont plus de difficultés. Voilà, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est vraiment à partir de 3 ans, mais après, il n'y a pas de limite. Et ça marche aussi bien pour les enfants que les adultes. Des fois, les adultes, quand ils passent devant le stand, ils sont un peu non, c'est pour les enfants, je vais pas faire ça. Et au final, c'est juste parce qu'ils ont peur du regard des autres. Et en réalité, ils prennent beaucoup de plaisir à le faire en famille. Les enfants. Ouais. Et du coup, on peut rajouter n'importe quoi. On peut rassurer les mamans des plus jeunes enfants. Pas de produits nocifs. Sans Exactement. problème. Ah, évidemment, c'est de la peinture, on ne la consomme pas. Oui, bien sûr. Mais J'en non, ai il y a évité, pas de- vaut mieux éviter. Et puis après, on a tout ce qui est protection, donc pour la table, etc., des tabliers. Mais ce ne sont pas des ateliers où on se retrouve avec la peinture par terre sur les murs. Au contraire, c'est quelque chose qui calme beaucoup les enfants. Comme il y a ce côté très... je perds le mot, mais ils veulent regarder, c'est très joli, avoir la En peinture fait, ils sont coulée. Ils sont attirés. attirés par ce qu'ils Exactement. font et du coup, ils restent C'est concentrés. hypnotisant. Et ils n'ont pas envie d'aller... C'est Tout à fait. la psychologie des couleurs Et en fait. surtout pour les enfants qui peuvent être un peu plus turbulents, Hyperactifs, hyperactifs, ouais. ça les calme direct. Ils sont hypnotisés par ce qu'ils sont en train de faire. Et puis pour une fois, il n'y a pas de... Tu dépasses pas parce que c'est un petit coloriage, etc. Là, il n'y a pas de limite. Même des fois, il y en a, ils disent attention, le bleu, ça va pas trop avec le marron. Et là, il n'y a pas de règle. On peut mettre toutes les couleurs qu'on pense qui ne vont pas ensemble. Tout s'accorde très bien. Donc Il y a pour pas les le enfants... souci de, oh là là, t'as débordé, t'as dépassé la C'est ça. ligne. Ouais. Mm. Pour eux, c'est récréatif aussi, en fait. Donc au niveau des couleurs, ils peuvent choisir combien de couleurs il y a un maximum. Non. Non, ils Et peuvent alors, vraiment, au moins 2 couleurs pour créer forcément la nuance. Il y en a qui aiment la simplicité et juste un dégradé de blanc au bleu. Et d'autres qui vont vouloir mettre un peu de toutes les couleurs. Donc là, on se retrouve avec des œuvres très colorées, très originales. Mais du coup, la figurine doit être grande, plus il y a de couleurs, non? Non, Ça pas passe- ça forcément. passe aussi sur les petites On commence du petit porte-clés qui fait moins de 10 cm aux grands oursons qui peuvent faire jusqu'à 35 cm. Il n'y a pas de limite. Ça dure combien de temps à peu près un petit atelier comme ça Alors, je propose personne. 2 formats. Ouais. Il y a des formats express que je propose essentiellement sur des événements grand public. Mhm. Comme là, j'ai des prochains événements qui arrivent sur des week-ends, des fêtes des fleurs, etc. Donc, c'est des ateliers express pour des personnes qui sont de passage. Donc, il faut compter entre 5 et 15 minutes. Tout dépend le temps que les personnes veulent prendre sur Accordé, place. ouais, d'accord. S'ils sont pressés ou pas, s'ils veulent prendre le temps, c'est qui voient le temps qu'ils veulent y passer. Ou après, je propose des ateliers découvertes qui durent 1 heure pour un groupe de 10 à 15 personnes, où là, c'est plutôt soit à domicile, pour les anniversaires par exemple, ou dans des salons de thé où j'interviens, où là, on fait 1 heure d'atelier, puis après, ils prennent un petit goûter à la suite de l'atelier, ce qui fait un moment très convivial. Donc, qu'est-ce qu'ils voient en 1 heure de temps qu'on ne voit pas dans Alors, l'atelier express? Sur l'atelier découverte, ils vont réaliser 2 objets. Alors,
au choix. Ils vont pouvoir faire en premier temps soit un ourson, un chat, une chouette, voilà, l'objet qu'ils veulent. Et ensuite, ils vont réaliser un tableau 20 par 20 cm. Donc, ils repartent avec 2 créations. Et c'est surtout qu'il y a plus d'explications sur les couleurs, leur signification. Par exemple, donc je mets un petit nuancier des forces et des émotions avec l'atelier, ce qui leur permet de choisir voilà, s'ils ont besoin d'amour, d'imaginaire ou autre. Voilà, ils S'ils peuvent sont choisir. en colère. Exactement, on va le c'est ressentir ça. avec les couleurs. Tu as quelques anecdotes ou des retours de participants pour illustrer un peu l'impact des ateliers, par exemple les témoignages d'enfants, de groupes ou de professionnels? Tout à fait. J'ai eu la chance d'intervenir pour la première fois l'année dernière c'est une association que j'ai rencontrée qui m'ont fait intervenir dans des hôpitaux pour les enfants malades. Et là, ça m'a fait tout changer ma vision de mes ateliers. On passe, là, c'est plus du loisir, c'est vraiment les enfants, ils ont des mots qui sont très impactants. Déjà, ils arrivent, ils sont pas forcément en forme, ils sont fatigués, et puis malheureusement, leur quotidien n'est pas très drôle. Et en fait, tout au long de l'atelier, ils arrivent quand même avec... ils sont craintifs, forcément, ils me connaissent pas, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, au fur et à mesure de l'atelier, on les voit avec un grand sourire et puis des mots marquants. On sent que l'atelier a eu un réel impact, qu'on les a fait sortir de leur quotidien pendant une petite heure. Et ça marque, et c'est ce qui fait que maintenant... c'est vraiment un public que je souhaite accompagner encore plus. Donc les personnes dans les hôpitaux, les personnes en situation de handicap, des personnes qui ont vraiment ce besoin d'avoir ce loisir du coup. Donc là, je suis dans une démarche pour pouvoir aussi faire une formation d'art-thérapeute, pour pouvoir développer et aussi avoir plus d'impact pour ces personnes qui en ont besoin. Et peut-être proposer une autre prise en charge, parce que c'est, j'aime pas dire ce mot, un univers qui des fois on ne connaît pas. Tant qu'on n'est pas le handicap quel qu'il soit, tant qu'on n'y est pas confronté, on ne connaît pas. Et effectivement, il y a certaines formes d'handicap qui s'appréhendent d'une telle façon. Enfin, c'est exactement. Et ça reste un métier. Il y a aussi une partie de médecine quand même aussi là-dedans, puisque effectivement il y a des termes à employer, des façons aussi même si chaque patient est totalement différent, il y a quand même et ce monde-là m'intéresse beaucoup et je me sentirais encore plus utile, et ça passe au-delà du loisir. Ouais, c'est tout à ton honneur en tout cas. C'est vraiment pour que les autres se sentent mieux au final, et c'est positif. Carrément. C'est très positif. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Allez. Et on revient tout de suite. C'est l'invité Quoi de Neuf. Nous sommes de retour sur Happiness avec Laurine, notre invitée pour cette semaine. Nous parlions art et surtout d'atelier Fluid Art, pour lequel tu t'es engagée depuis quelques années maintenant. Et tu fais surtout ça, donc comme tu disais avant, avec des enfants. Tu aimerais continuer avec les enfants? Principalement, les enfants et ados. Et ados. Les ados Oui, les grands enfants. C'est des grands enfants. Mais eux aussi ont besoin d'être canalisés, les grands ados. C'est vrai. C'est ça, avant l'âge adulte. Quand on parlait de sortir de sa zone de confort, les enlever un petit peu de leur écran, ça peut être sympa aussi. Exactement. Donc, tu observes différents effets des participants par rapport à ton art. Tu observes quoi? De la créativité? Surtout ça, effectivement, comme tu parlais d'écran juste avant, de plus en plus souvent des grands-parents qui viennent devant le stand et qui n'ont pas forcément leurs petits-enfants avec eux. Et alors sur le moment, ils sont un peu déçus. Mince, pour une fois, je pourrais faire une activité avec mes petits-enfants parce que les écrans... c'est compliqué, des papy-mamies. Et puis, donc c'est l'occasion de leur proposer aussi les kits que je propose, des kits créatifs pour ceux qui n'ont pas l'occasion de faire l'activité sur place, parce que soit ils ne sont pas avec les enfants ou pas le temps. Ils peuvent acheter un kit tout fait avec la peinture, l'objet de leur choix, un mode d'emploi et tout pour faire l'activité à la maison. Ils peuvent même personnaliser leurs couleurs, puisque je propose des kits préfaits. Mais s'ils ont des couleurs de prédilection, on peut les changer directement sur place. Et c'est vrai que de plus en plus, par rapport aux écrans, il y a de plus en plus de demandes. J'ai aussi une belle-mère qui m'a fait venir pour toute sa famille. Il y a des vacances scolaires précédentes,
pour occuper les enfants, sans forcément événement, il n'y avait pas d'anniversaire ou autre, mais comme c'était une famille nombreuse, ils avaient 7 enfants, puis avec les parents, ils ont fait une activité pendant les vacances. Ça change. Ouais, ça peut créer du lien, de recréer du lien dans la famille ou autre. Ouais, mais l'idée du kit à emporter, si on peut dire, je trouve ça super sympa parce qu'effectivement, des fois, tu n'as pas forcément le temps. Ou alors parce que l'enfant, ce jour-là, il est pas tu sens que ça va pas être réceptif et du coup, tu te dis, je l'ai sous la main et je m'en servirai plus tard. C'est une très bonne idée, je trouve. Puis ça fait une belle déco. En plus. Personnalisée, s'il vous plaît. Il y a une expérience qui t'a marqué plus que d'autres. Tout à l'heure, tu nous parlais avec les enfants, mais... Là, comme ça, non. Vraiment, les ateliers dans les hôpitaux, je crois qu'il n'y a rien aujourd'hui qui surpasse cette expérience positive. Ouais. Et avec les personnes âgées, est-ce que tu as déjà eu des ateliers ou c'est Non, mais c'est pas grave, vas-y. C'est vrai que j'ai pensé depuis. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion d'intervenir. J'aimerais bien. Mais les seules fois où j'ai eu l'occasion, c'était des grands-parents qui ont profité de l'atelier ou des mamies qui ont fait une petite sortie ensemble, qui sont venues à un atelier express entre copines. Voilà, ça s'arrête là pour le moment, mais à développer. Est-ce que je pensais par exemple à des personnes qui pourraient être atteintes de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Tout ce qui est créativité, ça les reconnecte. Ça les rebooste un peu. Oui. Alors, puis il y a pas mal d'EHPAD dans le secteur. Donc à Compiègne, il y en a 7. Notre Wikipédia. Bientôt. Non, c'est parce que Mathis, il m'a déjà fait une prévisite pour mes 60 ans. Donc voilà, on a déjà été voir. Le dossier est quasiment complet. C'est pour bientôt, fais attention. Ça va, j'ai encore 7 ans de liberté, tout va bien. Tu as des prochains événements en perspective ? Tout à fait. Comme les beaux jours reviennent, on a la fête des fleurs et des jardiniers à Aumarais vendredi prochain, le 8 mai, qui est férié. Une belle fête sympathique. Donc pareil, c'est toujours sur le format express tout au long de la journée. Les personnes viennent quand ils veulent. Et ensuite, le 9 et 10 mai, j'ai pareil, le salon de la fleur et du jardin à Compiègne. Voilà, pour les ateliers express à venir. Et puis, j'en ai un qui vient de s'ajouter au McDonald's de Ribécourt le 20 mai, le mercredi 20 mai, de midi à 14h. Ce sont des ateliers qui sont en partie financés par le McDonald's. Donc, ça veut dire que chaque participant auront une participation de seulement 3 € pour faire leur petit ourson et repartir avec. Alors, moi, je vais juste demander quand tu dis la fête de la fleur au Marais, c'est à quel endroit ? C'est la commune d'Aumarais, vers Beauvais. Je pensais que c'était à lieu-dit quelque part. Autant pour moi, je découvre l'Oise. Et la fête... C'est pas vraiment ton secteur. Non, c'est pas trop mon secteur. Et la fête de la fleur, c'est celui qui se fait aux Arts Nationaux, non ? Ou pas je crois que c'est ce week-end. Ouais. Oui, c'est celui de ce week-end à Compiègne. Oui, c'est ça. D'accord. Merci. Tu as d'autres projets à venir ? Il y a des nouveaux ateliers ? Tu vas créer d'autres choses ou des collaborations ? Alors, en termes d'ateliers en eux-mêmes, en début d'année, j'ai profité du temps un peu plus calme pour proposer des expériences pour que ça aille au-delà de juste le loisir. Comme j'en parlais juste avant, avec la découverte du métier d'art-thérapeute, j'ai vraiment ce besoin d'apporter plus de messages à travers... je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et tout le côté psychologie et tout m'intéresse beaucoup. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des ateliers pour les anniversaires, par exemple, qui plaisent bien, qui s'appellent la rivière de l'amitié. Donc là, l'idée, c'est que chaque enfant participe à la création de chacune. L'idée, c'est que la petite fille qui fête ses 10 ans, ses copines auront toutes laissé leurs traces sur sa création, donc ça laisse des jolis souvenirs. Et puis après, ils remplissent un petit passeport, on lui donne un petit nom à cette création, la date à laquelle il a été fait, etc.
Ensuite, on a le totem des émotions, comme je le disais tout à l'heure, avec le rose pour l'amour, le violet pour l'imaginaire, pour remplir son petit totem de force avec ce dont on a besoin pour bien commencer la journée. Et ensuite, on a aussi des ateliers en duo, où là, l'idée, c'est si je prends l'exemple de l'ourson, une mère et sa fille vont chacune remplir leur gobelet avec leur couleur. Et ensuite vont verser chacune leur côté de l'ourson, ce qui va créer du coup une fusion entre les deux, et ça leur fera aussi une œuvre commune. Ça marche aussi très bien par exemple pour un couple qui peuvent mettre ça chacun dans sa chambre. Ça fait des créations communes. Voilà, ça c'est les petits ateliers qui ont été... Et au final, ça fait vraiment des créations uniques, parce que chaque objet est différent de toute façon, puisque selon comment les couleurs coulent, quelles couleurs ils ont choisi, etc. C'est ça, c'est totalement unique. Impossible de reproduire 2 fois la même chose. Je trouve ça super intéressant, et tu bouillonnes d'idées, c'est adorable. Moi, je suis sûre qu'elle va en trouver d'autres, des idées. Et moi, tu vois, les artistes en étant de l'événementiel un petit peu, je me dis, tu vois, tu devrais peut-être proposer ça aux personnes qui font des cérémonies laïques, parce que tu as la cérémonie du sable pour mélanger les couleurs des enfants avec les parents. Pourquoi pas proposer un nounours, un totem ou un cœur ou voilà. Creuse. Il y a tellement de choses à faire, mais justement, j'ai aussi fait le tri parce que justement, il y a quelques années, il y avait trop de choses, et du coup, j'allais pas forcément au bout à chaque fois, et là, j'ai préféré faire le tri et plus me canaliser sur une seule idée, et puis développer ça à fond. Après, il y a d'autres choses qui sont aussi en cours de développement, mais... Elle garde ça pour elle pour l'instant. Et où est-ce qu'on peut te contacter ? Est-ce qu'on peut donner un numéro ? Si tu veux donner un numéro de téléphone sur ces réseaux, peut-être. Les réseaux. On va partager les réseaux sociaux de toute façon. C'est les créations de Laurine. C'est ça, les créations de Laurine partout sur Facebook et Instagram. Le site internet, pareil, lescreationsdelorine.com. Et est-ce qu'on peut avoir une petite idée du prix d'un atelier ? Oui, alors les ateliers express, ils commencent à partir de 10 € pour les petits porte-clés. Après, pour les petits oursons, pour ceux qui connaissent, ils sont à 15 €. Et le tarif est dégressif suivant l'objet qu'on choisit. Et après, il y a des petites options, par exemple la peinture phosphorescente, qui est de la peinture qui se voit la nuit. Et après, pour les ateliers découvertes, on est plutôt autour de 25 € par personne pour 10 enfants. Mais du coup, avec 2 objets rapportés, si j'ai bien suivi. Pour les ateliers découvertes, c'est ça. Donc, ma foi, ça reste... T'as des paillettes ? Non, parce que sinon, elles se mélangent. Des couleurs pailletées. Mais on ne peut pas mettre des paillettes... mais il y a de la couleur pailletée. Oui, il y a des couleurs pailletées. C'est bien. Qu'aimerais-tu dire à ceux qui n'ont pas encore participé à tes ateliers ? Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Et pourquoi ils devraient essayer du coup pour l'expérience unique. Rien que ça, alors ça peut être pour différentes choses, ça dépend ce dont chacun a besoin, j'ai envie de dire. Il y a des personnes, ils ont besoin de passer des moments en famille, mais des fois un peu à court d'idées aussi, parce qu'on a déjà fait les visites des parcs autour de chez nous, on a déjà un peu tout fait. Donc cet atelier, pour le coup, ça change, ça est inédit de faire cette expérience en famille ou entre amis, et même solo. Il y a des personnes qui viennent pour profiter de l'expérience et de se retrouver soi-même. En fait, il y a vraiment tout public, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas aussi de honte à venir tout seul. Juste pour l'expérience, je pense qu'à tester. Moi, je dirais pour l'expérience et pour rencontrer Laurine, quand même, qui est une forte, charmante demoiselle. Il faut quand même le noter. Et du coup, moi, j'ai envie de faire un petit message, que c'est ma spécialité un petit peu. Vous êtes une association, vous organisez un anniversaire, ce que vous voulez. N'hésitez pas à la contacter pour agrémenter votre événement. Elle vous amènera du sourire, de la peinture pailletée et de jolis souvenirs, effectivement. Et je rajouterais aussi qu'il y a pas mal d'associations sur Compiègne, notamment j'en connais une qui s'occupe aussi d'aller voir les enfants à l'hôpital. Je pense que ça s'associe aussi avec des associations locales, ça pourrait être pas mal. Tout à fait, exactement. Alors, deuxième appel, vous êtes une association locale. Non, mais pour ça, j'ai des noms et je pourrais lui donner. On est bon. Moi aussi, j'ai quelques noms à lui transmettre également. On a quand même notre petit répertoire, ça va. Il va être temps pour nous bientôt. Non, encore Mathis, un peu de une temps. petite chanson, non, même pas. Mathis, on t'entend pas depuis tout à l'heure. Mathis, Est-ce que tu as une question pour Laurine ? Oui. Absolument pas.
Est-ce que tu veux faire un atelier fluide Avec moi. Avec maman en duo? Allez. Quand? Rendez-vous est pris. Bah, ce week-end, elle est là. ce week-end Elle est à Compiègne ce Elle est à week-end. Compiègne. Allez. Non, Samedi mais et dimanche. mon petit doigt m'a dit qu'elle serait peut-être bientôt à côté de la maison, donc ça sera l'occasion d'aller te voir. Mais oui, on fera un petit atelier avec mon adolescent préféré, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Très honorée d'avoir fait ta connaissance. Donc, on n'oublie pas, c'est les créations de Laurine. Voilà. Donc, sur tous les réseaux et sur son site internet. Et Amir et Bécourtois, rendez-vous le 20 mai au McDonald's. Exactement. L'émission touche à sa fin. Merci Laurine d'avoir répondu présente à l'émission. Merci à vous. On n'oublie pas chaque jour le réveil Happiness dès 7h avec Kevin et ses chroniqueurs du matin. J'ai perdu ma ligne, donc si tu veux me la lire, ça m'arrangerait. Merci d'avoir passé cette dernière heure en notre compagnie. Tu devrais la connaître par cœur depuis le temps qu'on l'a dit. Du grand n'importe quoi, je sais. Et merci à toi Sandrine. Voilà, merci à moi Sandrine, ainsi qu'à toute l'équipe d'Happiness pour votre confiance. Merci d'être resté à notre écoute sur Happiness. On vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas, en attendant la semaine prochaine, Gardez le smile. Toute l'actu dans le Compiègnois, c'est avec Sandrine et Aurélie tous les lundis de 18h à 19h dans Quoi de Neuf Compiègne sur Happiness. Toute l'actu dans le Compiègnois, c'est avec Sandrine et Aurélie tous les lundis de 18h à 19h dans Quoi de Neuf Compiègne sur Happiness.